Lorsque vous recevez votre résultat de biologie, souvent vous vous posez la question « Est-ce que je suis malade ?» C'est d'ailleurs le premier motif d'appel des patients au laboratoire. « Allô docteur, est-ce que je suis malade avec ces résultats-là ?» Ce qui nous amène à nous poser la question du seuil. À partir de quelle valeur on peut être considéré comme malade ou pas malade? Définissons quelques notions élémentaires. Supposons que je sois dans un état pathologique. On peut espérer que certains marqueurs vont varier, et ce sont ces marqueurs que l'on va doser au niveau du laboratoire. Ce n'est pas le dosage qui définit la pathologie, mais c'est un marqueur de la pathologie. Imaginons le dosage d'un marqueur d'une carence en fer par exemple. Dans le monde des bisounours, tous les patients malades auraient des valeurs basses, et tous ceux non carencés, non malades, une valeur haute. Malheureusement, dans la vraie vie, on a ce genre de représentation. On voit bien que les patients malades ont globalement des valeurs basses, mais pas tous, et que les patients non malades ont des valeurs plus élevées, mais pas tous, et on a une espèce de zone de chevauchement sur des valeurs médianes. Dans ce contexte, on essaye d'évaluer ce qu'on appelle le seuil, et de le positionner au plus juste pour couper à peu près les deux populations. Mais même dans mon exemple, on voit bien que le seuil n'est jamais absolu. J'ai quand même des patients malades que j'identifie pas et des patients non malades que je vais faussement identifier. Alors, je peux choisir de positionner mon seuil très bas. Je suis sûr de n'identifier que des gens réellement malades. Mais j'en rate une grande partie. C'est ce qu'on appelle les faux négatifs. A contrario, si je ne veux rater aucune personne carencée, je place mon seuil beaucoup plus haut. Mais là, j'identifie à tort des gens qui ne sont pas malades, et j'ai donc des faux positifs. Des outils mathématiques sont conçus pour optimiser ce seuil. L'outil le plus connu, c'est ce qu'on appelle la courbe ROC, qui permet d'avoir le meilleur équilibre entre la sensibilité et la spécificité, donc n'avoir pas trop de faux positifs et pas trop de faux négatifs. Je vous mettrai en lien une vidéo explicative, mais globalement, on cherche le point le plus en haut à gauche pour obtenir le seuil optimal. Dans mon exemple fictif, ce seuil est à 29. C'est un seuil optimal, mais pas parfait. Il me reste quand même des faux positifs, ici, et des faux négatifs, là. Pour certains dosages, on ne cherche pas une valeur optimale, mais une valeur qui détecte tous les malades. On parle d'ailleurs de seuil d'exclusion. Le but est d'identifier tous les malades, quitte à avoir trop de faux positifs identifiés à tort comme malades. On a par exemple les dédimères qui sont augmentés dans des maladies comme les embolies pulmonaires. On a fixé le seuil pour être certain de ne louper aucun malade. Et on voit qu'on est très loin d'avoir choisi la valeur optimale. Tous les patients, positifs à ce premier tri, bénéficieront d'examens complémentaires pour exclure les faux positifs à ce test. En passant, vous voyez bien pourquoi ce type d'analyse ne doit pas être utilisé à tire-larigot. A contrario, on pourrait imaginer des cas où on cherche un seuil dit pathologique. Je veux être certain que les patients au-delà de ce seuil sont réellement malades. Soit parce que être malade a des conséquences graves, par exemple ça traduit une rechute d'une leucémie avec un traitement à reprendre rapidement, soit au contrario parce que des faux négatifs ce n'est pas si grave, par exemple dans le cas d'un traitement vitaminique que l'on ne donnerait pas à certains patients. Au final, les seuils en biologie médicale, c'est seulement si un marqueur suffit à identifier une pathologie. Si on a des maladies qui nécessitent plusieurs dosages, on ne peut pas avoir de seuil indépendamment pour chaque dosage. Les seuils nécessitent de très grandes cohortes sur plusieurs centres et plusieurs populations, en raison des différences liées aux populations, au recrutement, aux techniques de dosage. Ces seuils ne sont jamais absolus. On a vu qu'on pouvait avoir des seuils optimaux, des seuils pathologiques ou des seuils d'exclusion. Et enfin, ces seuils sont distincts des valeurs de référence qui feront l'objet d'une prochaine vidéo.